Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir avec nous pour cette rencontre sous forme de table ronde avec des décrocheurs et décrocheuses de portraits de Macron. C'est une rencontre qui est proposée par les groupes Alternatiba et ANV COP21 de Sète et de Montpellier. Voilà, je laisse la parole donc à Pierre, à Lewis, à Cécile et à Fanny. Bonne soirée et à plus tard. Bonsoir. Donc moi c'est Pierre Gilbert, donc je dirige la rubrique écologie du média Le Vent se lève. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média indépendant, engagé, donc online. Et j'avais notamment commis un article à la suite du procès des décrocheurs de Paris pour poser un peu une réflexion sur ce que cette campagne des décrochages de portraits Macron pose comme question, notamment par rapport à nos institutions, et notamment à l'institution juridique, puisque c'est elle qui est directement en premier plan pour réagir à cette campagne un peu nouvelle. Alors cette campagne des décrochages de portraits Macron, elle commence en février, donc en pleine crise des Gilets jaunes, voilà. Et l'objectif pour les militants d'ANV COP21, d'Alternatiba, des Amis de la Terre et plus largement de tous les militants du réseau Action Climat et plus, aussi Gilets jaunes, c'était d'aller dans des mairies pour décrocher des portraits, donc les portraits officiels de Macron, pour symboliser, laisser un vide sur les murs et symboliser l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Le but, c'était notamment d'en décrocher 125 pour le G7, donc à Biarritz. Pourquoi 125 ? Parce que c'est les jours qui séparent, c'est les jours de dette écologique de la France. Voilà. Si tout le monde vivait comme chaque Français, il faudrait 125 jours en plus pour que la planète, reconstruise les ressources qu'on consomme en trop. Donc cet objectif, cette campagne, elle avait un double objectif. Déjà, c'était par rapport à la politique intérieure française de montrer que Macron n'était pas à la hauteur de ses engagements écologiques et que de toute façon, ce n'est pas possible au vu de son logiciel néolibéral, voilà, qui n'est a priori pas conciliable avec une transition écologique ambitieuse. Et puis c'était par rapport au niveau international, à montrer à toute la diplomatie mondiale, donc réunie lors du G7, que personne n'était dupe sur le fait que Macron n'est pas le champion de la Terre. Donc ce double objectif, on peut dire que il est plutôt réussi, puisque on a plusieurs sondages notamment qui montrent que les Français ne croient plus en un Macron écolo. On a par exemple ce sondage ELAB qui est sorti il y a quelques semaines, qui dit que 72% des Français considère que le modèle économique actuel n'est pas compatible avec une politique écologique ambitieuse. Et puis on avait ce sondage un peu là, Harris Interactive, qui date d'il y a à peu près un mois, qui disait que notamment 57% des Français ne croient plus du tout en un Macron champion de la Terre. Donc certes, ça en laisse plus de 40% qui croient potentiellement encore, mais ce que je veux dire, c'est qu'en un an, et notamment grâce à des campagnes comme ça, mais aussi à la démission de Nicolas Hulot, on a une bifurcation de l'opinion publique qui est, à l'échelle de l'histoire de notre pays, assez importante. On ne s'en rend pas compte, mais l'écologie, en un an, a pris une place dans le débat public qui est assez considérable. Et cette campagne, elle s'inscrit dans cette optique-là. Et elle affronte frontalement un Macron qui a voulu faire, du coup, de l'écologie aussi son cheval de bataille, avec en ligne de mire un électorat plutôt urbain, modéré, sensibilisé aux questions écologiques. Et du coup, quand on s'attaque vraiment au cœur de la bête en décrochant les portraits présidentiels, on s'attaque aussi de front au gouvernement et on risque une répression. Et de fait, ça n'a pas manqué, puisque nous sommes désormais à 130 portraits enlevés. C'est 57 prévenus partout en France, donc vraiment partout sur le territoire. Et c'est des gens qui sont généralement jugés pour vol en réunion et qui encourent jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Donc évidemment, ça c'est la peine maximale, mais de fait, l'appareil d'État se met tout entier, s'engage. Notamment, on a su que par exemple des cellules antiterroristes avaient été mobilisées pour retrouver les décrocheurs, voilà. Et donc on a une série d'amis qui, depuis grosso modo 2 mois maintenant, on commence à avoir les résultats, les délibérés des différents tribunaux. Donc on a, je vais vous présenter, et du coup on observe que les réponses de l'institution juridique sont assez différentes d'un procès à l'autre, mais posent quand même pas mal de questions. Et puis évidemment, quand on décroche des portraits comme ça, on prend des risques. Je parlais tout à l'heure, mais
ces militants qui sont là, ils savent quels risques ils encourent quand ils décrochent un portrait Macron, puisqu'ils sont formés à travers leurs ONG, leurs organisations. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Et c'est quand même grand, parce qu'on sait à quoi on s'expose. On s'expose notamment à, par exemple, un casier judiciaire qui peut avoir des répercussions sur une carrière. Si on veut passer des concours de service public ou j'en sais rien, voilà. Voilà. Et moi, c'est une des questions qu'on va essayer de traiter ce soir, c'est qu'est-ce qui pousse des jeunes gens à se mettre autant en danger ? Donc, et voilà, ne pas oublier l'aspect humain qu'il y a derrière cette campagne-là. Et puis on va évidemment se poser la question de comment est-ce qu'on élabore une campagne comme ça, et puis qu'est-ce qu'elle pose comme dilemme par rapport à la société, et comment est-ce qu'on la prolonge aussi. Voilà, donc je vais laisser se présenter nos trois invités, donc Fanny, Cécile et Lewis. Je t'en prie, Fanny, qui es-tu ? Quels sont tes réseaux ? Présente-toi. Je suis Fanny, j'ai 35 ans, j'habite à côté de Lyon. Je suis engagée pour la lutte environnementale et un peu plus tard climatique depuis 6 ans environ. J'ai d'abord milité aux côtés de Greenpeace et ensuite j'ai rejoint Alternatiba et NVCOP21. Avant ces 29 ans, j'ai toujours eu une sensibilité quand même à la question environnementale, mais j'avais ce sentiment que je ne pouvais rien y faire, donc j'ai un peu caché ça au fond de moi et fermé les yeux. Et puis un jour, j'ai compris, grâce à des connaissances, que j'avais vraiment une place en tant que citoyenne dans ce combat. Et donc j'ai commencé à plutôt m'engager sur l'aspect sensibilisation, construction des alternatives, etc. Et j'ai vite compris que ça ne suffisait pas et qu'il fallait, à côté de ça, avoir une vraie opposition au système actuel et aux projets qui mettent en danger le climat. Et donc j'ai continué la lutte avec cet aspect-là aussi. Et très vite, ça m'a amené à la désobéissance civile. C'est venu comme une évidence et comme quelque chose où j'avais l'impression de ne pas avoir le choix de passer cette étape. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi décroché un portrait. Mais tu étais consciente de ce que ça voulait dire, décrocher un portrait c'est-à-dire au niveau risque. Oui, au niveau risque juridique. Oui, de toute façon, quand on fait une action de désobéissance civile, on estime toujours en amont les risques qu'on prend et on fait ces actions en toute connaissance de cause. Et donc là, effectivement, on avait estimé que potentiellement c'était un risque assez important de décrocher un portrait, qu'on allait probablement toucher une corde sensible en s'attaquant, entre guillemets, au portrait du président. Et donc, moi, j'y suis allée en sachant ça, parce que je prenais ce risque de me priver d'une certaine liberté à travers peut-être, je sais pas, une condamnation, mais je vois une privation bien plus grande avec ce risque climatique qui nous touche. Et c'est ça qui me fait y aller quand même, quoi. Cécile, qui es-tu ? Je suis Cécile, j'ai 24 ans. Donc j'ai décroché ces portraits à Paris. Je suis pas parisienne à la base, j'ai grandi à Roubaix, donc dans un territoire marqué par les inégalités, la désindustrialisation et les ravages d'une forme de politique néolibérale. J'ai commencé à militer assez tôt, autour de 19-20 ans, plutôt sur l'angle des alternatives. J'ai commencé à m'impliquer à travers le mouvement Alternatiba, donc l'idée de construire une société plus soutenable, de mettre en avant des solutions, etc., en me rendant très vite compte que si on avait 100 ans devant nous pour faire face aux défis climatiques, ça aurait pu suffire, mais que face à l'urgence de la situation, il fallait aussi résister et entrer en désobéissance civile. Donc, j'ai commencé à faire des actions de désobéissance civile, je pense, en 2015, autour de 2015. Et puis, voilà, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis de plus en plus impliquée. Aujourd'hui, je travaille donc aux Amis de la Terre.
Travail dans lequel je fais notamment de la mobilisation, mais aussi du plaidoyer, etc. Et à travers ce travail-là, je suis en contact direct aussi avec les cabinets ministériels, l'administration, et je me rends très bien compte des arbitrages qui sont faits au quotidien dans la France de Macron. Et j'ai vu de l'intérieur beaucoup d'arbitrages en faveur des intérêts des plus gros pollueurs et en défaveur du climat et de l'ensemble de la population. Lewis, à toi. Alors bonsoir, donc, je m'appelle Lewis, j'ai 30 ans. Moi je suis militant politique sans chapelle, on va dire. J'ai été dans pas mal de groupes différents que j'ai rejoints, que j'ai quittés. Et au final, moi je suis à la confluence de plein de formes d'action et de pensées différentes. Et voilà. Et notamment tout ce qui concerne les questions climatiques. Voilà. Moi, depuis que je suis conscient depuis que je m'intéresse à la politique, grosso modo, depuis que Le Pen a été au second tour en 2002, je n'ai jamais entendu parler dans les grands médias et pendant les campagnes électorales que de sécurité, d'immigration et de conneries, en fait. Et ça fait 1 an, enfin, qu'on parle d'écologie et de social à longueur de temps. Et ça, je suis en train de vivre l'année politique pour moi la plus intéressante de ma vie. On voit là ce qui se passe à l'échelle du monde. Bon, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et donc, du coup, ça m'a vraiment chamboulé, fait réfléchir, donné envie d'agir, de multiplier les modes d'action. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à rejoindre sur cette action ANV, Arrêt du nucléaire et d'autres groupes. Mais localement, tu es aussi connu pour être une des figures des Gilets jaunes. Figure, je ne sais pas, mais oui, en tout cas, je suis dans toutes les manifs des Gilets jaunes, les AG, tout ça. Ouais, carrément. Ça a été, pour moi, ça a été vraiment un peu un déclic politique, dans le sens où il y avait beaucoup de gens aux idées différentes qui se sont retrouvés là-dedans, parfois de manière fouillie, mais en fait, pour peu qu'on creuse, il y avait vraiment quelque chose à y trouver. Donc du coup, ça a complètement nourri ma pensée politique, ma pensée stratégique. Et puis bon, on s'est confronté à l'État, on l'a pris en pleine face. Moi, j'ai vu 2 personnes se faire éborgner sous mes yeux, à Montpellier. Voilà, donc on vit plus dans le même pays, quoi, depuis 1 an. Donc ça, c'est clair que ça a tout changé. Ouais. Je ne l'ai pas précisé, mais là, on va discuter un peu avec nos intervenants pendant 30-40 minutes, et ensuite, on ouvrira la parole à la salle. Moi, j'ai peut-être une question pour commencer, Cécile, puisque toi, tu suis depuis presque des années, disons, l'élaboration des campagnes nationales du mouvement climat, et puis plus particulièrement celle-là. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse de cette campagne Décrochons Macron, et puis nous expliquer un peu comment ça a été pensé ? Donc, en général, quand on a des idées d'action, elles arrivent à un moment donné, et puis on les fait mûrir dans nos têtes, et puis on les ressort au bon moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette campagne d'action, où l'idée de décrocher les portraits et de s'attaquer à l'image de Macron à travers ce symbole-là, on l'avait depuis longtemps. Mais on se disait qu'il fallait la sortir au bon moment. Et là, en fait, on est dans une période où, tu l'as expliqué en introduction, où il y avait une forte défiance dans la société face au personnage d'Emmanuel Macron et à son gouvernement, en pleine crise des Gilets jaunes, où le mouvement climat commençait à prendre de l'ampleur. Et on a eu ce moment où, donc dans ce contexte-là, le gouvernement décide de répondre donc à l'affaire du siècle, qui est cette plainte en justice portée par 4 ONG qui l'attaquent pour inaction climatique, publie sa réponse officielle à l'affaire du siècle. Et en résumé, en substance, ce qu'il en ressort, c'est que globalement, la France est sur la bonne trajectoire. Macron et son gouvernement font tout ce qu'il y a dans leur possible pour faire face aux défis climatiques, et qu'en fait, s'il y a un problème aujourd'hui, c'est plutôt la faute des citoyens. Donc, réponse qu'on a considérée comme totalement indécente et qui est en fait un mensonge, un mensonge organisé. Et donc, on s'est dit, c'est le moment de lancer la campagne autour de cette action. On a donc décidé de lancer la campagne avec 3 actions simultanées dans 3 territoires où on savait qu'il y avait des groupes formés qui étaient en capacité de faire ça assez rapidement, puisqu'on l'a décidé vite. Donc on a décidé de mener ces premières actions le 21 février au Pays Basque, à Lyon et à Paris. Donc 3 actions simultanées qui ont été faites, et donc ensuite on avait déjà prévu de lancer cette campagne à travers ces 3 actions, et puis de lancer un appel derrière à décrocher les 125 portraits, parce qu'on avait tout de suite en ligne de mire aussi l'échéance du G7 qui allait arriver,
parce qu'on savait très bien que le G7 allait être un moment politique où Macron allait une fois de plus se présenter comme le champion de la Terre sur la scène internationale, et que c'était intéressant de tout de suite se projeter vers cette échéance-là. C'est pour ça qu'on a lancé, après les 3 premières actions, donc, un appel à décrocher ces 125 portraits, qu'on a diffusé des kits de décrochage qui se sont appuyés à la base sur le réseau ANVCOP21, parce qu'aujourd'hui on a, notamment à travers le Tour Alternatiba et ce qu'on construit dans le mouvement à travers ANVCOP21 depuis plusieurs années, plein d'actions, plein de groupes qui sont en capacité de mener des actions de désobéissance civile, qui sont formés, qui ont des liens avec des avocats localement, etc., qui peuvent avoir un accompagnement juridique, de lancer ce kit, et qu'on savait que ça allait démarrer. Pour lancer une campagne comme ça, il faut s'appuyer sur un réseau constitué pour que ça prenne. Donc on l'a fait prendre à travers le réseau ANVCOP21, puis on a lancé aussi l'appel à ce que ça s'élargisse et à ce que d'autres groupes, donc des groupes Gilets jaunes, d'autres organisations, puissent mener aussi ces actions-là avec leurs revendications peut-être plus précises, en tout cas avec toujours la même idée de dénoncer l'inaction climatique et sociale de ce gouvernement. Et on s'est très vite donc rendu compte que tout de suite après les premières actions, on touchait une corde sensible, et qu'en fait on avait eu la bonne intuition en lançant ça à ce moment-là, parce que dès le lendemain, il y a eu des premières réactions de ministres tout de suite sur Twitter qui se sont insurgés qu'on s'attaque à un symbole de la République, et c'est ça qui est génial aussi dans cette campagne d'action, c'est que finalement et tout de suite la répression aussi a été très forte, avec des gardes à vue, des perquisitions, etc. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que dans l'opinion publique, les gens se disent non mais c'est scandaleux d'avoir un niveau de répression aussi fort pour des militants qui ont agi à visage découvert et qui n'ont fait que décrocher un portrait qui vaut 9,90 €. Donc, en ça, on a très vite senti qu'on avait touché une corde sensible, et donc les actions se sont multipliées jusqu'au G7, où on a organisé donc ce qu'on a appelé la marche des portraits, où au Pays Basque, dans la zone la plus militarisée de l'Hexagone, on a finalement organisé une action de désobéissance civile de grande ampleur, où on a sorti des portraits, donc c'est du recel, quand on ressort des portraits des objets qui ont été volés. On a ressorti ces portraits dans la rue, organisé une manifestation sauvage, et en fait on a mis au G7 le gouvernement face à ces contradictions, parce qu'ils étaient dans l'incapacité. En fait, on a très bien senti, ils ne savaient pas du tout comment réagir face à cette action-là, où en fait à la fois ils savaient très bien que l'ensemble de la presse internationale allait être là, donc ils ne pouvaient pas réprimer des activistes qui agissent à visage découvert face à la presse internationale, et en même temps ils savaient très bien que si on l'organisait, nous on allait justement l'utiliser, cette action, pour aller à l'encontre de l'image du champion de la Terre que Macron, et c'était exactement en plus ce qu'il a fait avec le G7, qu'il a très bien réussi d'ailleurs en surfant sur les feux en Amazonie, etc. Et oui, pour la petite histoire, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que vous avez réussi à faire venir autant de portraits dans la zone la plus militarisée de France? Parce que c'était toute une histoire, vous les aviez planqués dans des faux cadres. Ouais, donc on avait fait venir les portraits bien à l'avance. Bien sûr, on n'avait pas attendu que le Pays Basque soit militarisé pour les descendre. Mais pour pouvoir semer le trouble, entre guillemets, on avait demandé à toutes les personnes qui participaient à cette action de venir avec un portrait, n'importe lequel, ça aurait pu être un portrait de Matisse chez votre grand-mère, un portrait emballé dans du papier craft. Et donc, il y avait dans la rue plein de gens qui se baladaient avec des portraits emballés. Et à la dernière minute, on a décidé d'enlever le papier craft des portraits de Macron, et donc grâce à ça, ça nous a permis notamment de réussir cette action. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été interceptés avec ces portraits? Non, personne n'a été intercepté avec les portraits, mais parce qu'on avait vraiment mis un dilemme aux forces de l'ordre, et qu'en fait, donc les jours précédents, ils étaient là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ils nous ont même dit, ils ont tenté de négocier avec nous en disant, nous, on vous laisse faire si vous vous attaquez pas à l'image du président. On dit là, en fait, c'est exactement l'objectif de la campagne d'action, donc non, on va s'attaquer à l'image de Macron. Et finalement, ils ont considéré que le risque politique, il était trop fort de réprimer en plein G7. Et donc, ils nous ont laissé faire, entre guillemets. D'accord. Fanny, toi, tu fais partie des 2 décrocheurs de Lyon, donc avec ton collègue Pierre, qui avaient été relaxés.
Et en fait, cette décision-là, ce délibéré-là, donc le 16 septembre dernier, il a été, c'était un peu un tollé dans le paysage juridico-médiatique parce que c'est la première fois, enfin, c'est pas la première fois, mais disons dans l'actualité récente, qu'un tribunal, enfin qu'un juge reconnaissait la légitimité de l'état de nécessité pour relaxer des personnes accusées de vol en réunion. Alors juste ce que c'est que l'état de nécessité, donc c'est l'article 122.7 du Code pénal et qui dit que si la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autres ressources que d'accomplir un acte défendu par la loi, grosso modo, on tolère, quoi. Donc, ça a été une surprise, ce délibéré-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là, en l'occurrence, celle du jugement de Lyon ? Ça a été une surprise parce que c'est pas la première fois que l'état de nécessité est reconnu, mais en tout cas dans un contexte sur le sujet du climat, c'est la première fois. Et nous, oui, effectivement, on a été surpris, mais c'est ce qu'on avait, parce que ça n'était jamais arrivé, mais c'est ce qu'on avait plaidé quand même, l'état de nécessité. Et on avait plaidé cet état de nécessité parce que dans une volonté d'obtenir une relaxe, non pas parce qu'on n'assume pas notre action, mais parce qu'on voulait faire reconnaître par la justice et d'une certaine manière la société la légitimité de notre action, qu'elle est faite dans l'intérêt général et dans un contexte de danger extrêmement important lié au climat. Et en fait, le droit offre un cadre assez précis pour demander une relaxe. Il y a plusieurs possibilités, dont l'état de nécessité. Et ça nous permettait complètement correspondre à l'action qu'on menait, c'est-à-dire commettre une infraction, mais en fait, l'état de nécessité reconnaît qu'on commet une infraction, mais qui peut être jugée nécessaire. Et en gros, face à un danger, on n'a pas d'autre choix que de désobéir. Et c'est exactement ce qu'on fait, parce que dans un contexte de danger climatique, on a essayé les voies légales et démocratiques pour nous faire entendre, pour alerter la population sur cette situation. Et le message n'a pas été entendu par notre gouvernement, donc on a estimé nécessaire de passer à la désobéissance civile avec un effet de porte-voix, quoi. Et c'est ça c'est pour ça qu'on a plaidé ça. Il y a deux notions assez précises dans l'état de nécessité. Il y a le danger réel et imminent. Et là, il y a un consensus scientifique sur la question climatique qui ne peut pas être remise en question. Et il y a la réponse proportionnée de l'action qu'on commet. Et là encore, décrocher un portrait dans une mairie, ça ne dérange en aucun cas le fonctionnement d'une mairie. On peut toujours se marier sans problème, même si on n'a pas la tête du président juste à côté. Et voilà, oui, c'est ça. D'accord. Il faut savoir que du coup, suite à ce délibéré, le procureur a fait appel. En fait, les délibérés qu'il y avait eu avant pour les autres procès des décrocheurs, généralement, le juge plaidait pour des amendes de 500 000 euros. Et là, à Lyon, c'était la première fois que relax direct, dans le cadre de cette campagne. Et pourtant, le juge en question, il n'était pas forcément connu pour être quelqu'un de gauche ou très progressiste. Plutôt pour être quelqu'un d'assez rigide. C'était une surprise un peu, assez totale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce monsieur, du coup, ce juge ? Oui, alors moi, je le connais pas personnellement, mais je me suis renseignée un peu. Il y a des articles qui sont sortis sur lui, et d'ailleurs j'ai noté quelques mots sur les personnes qui le connaissent et qui l'ont décrit. En fait, il est reconnu comme quelqu'un de... Bon, déjà, il est reconnu à Lyon comme un juge sérieux, qui respecte les textes, qui est rationnel, qui est sobre. On lui reconnaît ni ami ni ennemi. On lui reconnaît pas non plus d'accointance politique et syndicale. Il est secrétaire de l'Association française des magistrats instructeurs. On lui reconnaît quand même une certaine indépendance d'esprit et qu'il n'a pas de problème à avoir une décision, un délibéré qui sort un peu de l'ordinaire.
mais il n'a jamais été, ses décisions n'ont jamais été marquées spécialement politiquement. Et donc, pour moi, c'est assez important de savoir ça de ce juge, parce qu'on pourrait avoir la facilité de se dire « Oh, bah, c'est un juge qui est de gauche et qui a voulu soutenir ses militants ». Or, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est important d'avoir cette analyse-là pour évaluer comment il a pu faire son jugement. Et bon, j'ai notre avocat qui a échangé rapidement avec lui quelques jours après, et lui, il a expliqué qu'à la sortie du tribunal, il n'avait pas fait son avis encore, et que il a relu les conclusions de l'avocat, les notes qu'il avait prises, nous, ce qu'on lui avait témoigné, et il a pris cette décision parce qu'il a estimé que c'était la bonne, quoi. D'accord. Lewis, me tourne vers toi. Donc, comme tu l'as dit en introduction, donc, tu es une des figures locales des Gilets jaunes. C'est un fait. Donc ça fait longtemps que tu as passé beaucoup de temps sur les ronds-points. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était un peu l'ambiance sur les ronds-points par rapport à la question écologique? Qu'est-ce qui se disait sur les ronds-points, sur le climat? Au début, c'était très compliqué parce que très vite, quand le mouvement a pris de l'ampleur, la question climatique a été vachement instrumentalisée, notamment par les médias et le gouvernement, pour décrier les Gilets jaunes. On parlait de nous comme des gens qui fument des clopes et qui roulent en diesel. Enfin, c'était vraiment un truc absolument infâme. Et ces gens qui étaient sortis pour beaucoup pour la première fois de leur vie sur des questions sociales et pour beaucoup sur des questions de survie immédiate, en fait, clairement, sur le coup, ils ont pris dans la figure ces reproches-là, et ça a été difficile de ramener, notamment dans nos AG, dans nos débats, dans nos revendications, la question climatique. Après, je trouve que ça a quand même bougé rapidement, parce que je pense que c'était dans le courant de décembre. Il y a une liste de revendications, je crois une 40aine qui est sortie, et là, il y avait déjà, c'était assez général, mais là, on voyait bien qu'on appelait les gros pollueurs à payer pour leur pollution, etc. Donc il y avait quand même un bon sens populaire, comme dirait... merde, j'ai oublié. Mais voilà. En tout cas, clairement, la question écologique était là, elle était sous-jacente. Moi, j'en étais certain. C'est un mouvement social, et clairement, quand on tire le fil jusqu'au bout des choses, quand on est radical, quand on va à la racine des choses, les problèmes en général se rejoignent, et notamment les questions sociales et climatiques. Et ensuite, ça a évolué petit à petit. Parce que le discours social des Gilets jaunes, bon, c'est surtout, moi, je n'ai pas trop bougé de Montpellier, même si j'ai fait quelques manifs ailleurs. Après, je regarde un peu avec attention ce qui se passe, mais je vais surtout parler de Montpellier. Clairement, sur les questions sociales, ça s'est aussi radicalisé, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus nommé notre ennemi le capitalisme. Et donc, clairement, si on nomme son ennemi le capitalisme, ça pose... pour la question écologique, en fait, ça pose vraiment un cadre sérieux. Et clairement, les gens ont commencé à penser à l'intérieur de ce cadre, et j'ai senti qu'ils étaient disponibles à la réflexion. En AG, on a parlé parfois de collapso, parfois d'alternatives locales. On a commencé à cultiver un jardin ensemble à Montpellier. Enfin, on a fait des choses comme ça très concrètes. Et donc, je pense que maintenant, les gens sont disponibles pour ça. Par contre, ils savent aussi que... en fait, ils attendent la prochaine fois qu'ils vont se faire rouler dans la farine par le gouvernement. Pardon. Donc, ils savent qu'on va encore, un jour ou l'autre, tenter d'instrumentaliser ces questions pour leur refouler des taxes ou pour les faire payer pour les gros pollueurs. Donc, ils sont quand même très en alerte, parfois aux abois même. Donc c'est quand même des questions qui restent difficiles, parce que maintenant il faut trancher, il faut avancer, quoi. Mais oui, je pense que, moi, comme je dis souvent, je pense qu'on est parmi on est peut-être les premiers écologistes de France, dans le sens où si on se dit anticapitaliste, on a déjà nommé le problème, ce que beaucoup de gens, par exemple des marches pour le climat que j'ai pu rencontrer, ne font pas. D'accord. Et justement, tiens, cette campagne, la décrochons Macron, on s'attaque quand même à la figure du président, qui est l'ennemi des Gilets jaunes, dans un contexte qui était chaud, hein, c'est février, mars, avril. Est-ce qu'elle a eu un impact, est-ce que les Gilets jaunes en ont parlé, par exemple, sur les ronds-points, de ces activistes climat qui se mettaient à décrocher des portraits Oui, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de retours, de messages de soutien. Puis en fait, ça les a fait marrer pour beaucoup, quoi. On en rigole, mais bon, on a quand même beaucoup de copains qui sont passés au tribunal et en garde à vue, et on sait les implications qu'il y a derrière, donc on sait que c'est aussi une affaire sérieuse. Mais oui, non, c'est clair que c'est un crime de lèse-majesté quand même très, très modéré, qui a déclenché une riposte tellement disproportionnée que le gouvernement et les autorités sont tombés dans le piège qu'on leur a tendu, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné une tribune. Ils nous auraient relaxé directement ou donné un rappel à la loi, on aurait été un peu bête, parce qu'on aurait eu du mal à avoir une caisse de résonance, et ils ont fait exactement ce qu'on attendait d'eux. Et donc ça plaît aux gens, c'est très français, on aime bien avoir un roi, mais on aime bien le décapiter régulièrement, et on aime bien le moquer. Donc ouais, ça a été bien reçu. Et du coup, pour prolonger un peu sur ce discours-là,
C'est vrai que quand il y a eu le délibéré de Lyon, il y a eu quelques polémiques, y compris dans notre camp. Pourquoi ? Parce qu'on observait une différence assez flagrante entre le traitement juridique des Gilets jaunes. Voilà, c'est plus de 2000 condamnations, parfois très arbitraires pour des motifs parfois ridicules, des sanctions très lourdes, vraiment une volée de bois vert qui vise à mater un peuple, un démos qui se révolte. Et d'un autre côté, on a notamment un délibéré de Lyon, dont je vais vous lire un extrait, mais qui relaxe des militants climat. Et en fait, cette question-là, elle pose la question du différentiel entre la répression de différents mouvements sociaux qui ne s'appuient pas sur les mêmes classes sociales. C'est-à-dire que, à mon avis, le juge en question à Lyon, beaucoup plus... à mon avis, ces enfants sont potentiellement des marcheurs pour le climat. C'est un message que sociologiquement il peut entendre, alors que le mouvement des Gilets jaunes, ça reste quelque chose d'assez loin. Donc je voulais aussi un peu avoir votre avis là-dessus, vous trois potentiellement. Lewis, ouais. Si tu veux. Oui, clairement, en fait, il faut prendre en compte la question de la classe. Mais même au sein des Gilets jaunes, on va souvent au tribunal soutenir les camarades et les personnes qui sont les plus marginales, par exemple, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de travail, qui vivent en squat ou qui sont à la rue, il y en a. En général, c'est celles qui prennent des peines vraiment disproportionnées par rapport aux choses qui leur sont reprochées. Donc oui, clairement, la justice ne réagit pas pareil selon la classe sociale. Et clairement, ces mouvements, les Gilets jaunes, le mouvement climat, n'ont pas la même sociologie. Donc oui, c'est sûr qu'il y a que la décision de Lyon, elle est à ce titre-là assez étonnante, mais en même temps encourageante, parce que ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir une brèche qui va peut-être après s'ouvrir pour d'autres. Mais oui, il y a une différence claire et nette. Fanny, est-ce que tu veux réagir là-dessus ? Bon, moi, je suis assez peu présente chez les Gilets jaunes, non pas parce que je ne soutiens pas, mais parce que j'ai une journée de 24 heures comme tout le monde et que voilà, je peux pas tout faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez difficile à évaluer, de comparer un jugement et 2000 autres. Tu t'as parlé de 2000 procès. On en est à plus ou moins là, 2000 condamnations. 2000 condamnations. Et il faudrait évaluer chaque situation et chaque cas pour se faire un avis. Je sais pas tellement quoi répondre à cette question. Je pense que oui, il y a sans doute un effet de proximité. C'est vrai que c'est soulevé régulièrement dans nos procès. On est face là à des personnes éduquées, qui sont d'un milieu social. Enfin, voilà, les juges le soulèvent souvent et sans doute que ça rentre en compte dans leur jugement. Voilà, mais ça demanderait d'un peu plus creuser, mais je te laisse compléter. Ouais, donc ça c'est sûr que ça joue, et c'est très clair. Après, je pense que ça témoigne aussi d'une forme d'organisation totalement différente, en fait, entre des personnes qui ont des réseaux structurés, ont un accompagnement pour préparer leur procès, s'entraînent en amont, ont des avocats qui les contactent pour bosser gratuitement avec eux, etc. Et sont aussi intégrés à la stratégie, dans leur stratégie dès le début, qu'il y allait avoir potentiellement cette phase de répression-là et que ça en fait partie. Donc forcément, tu te projettes dans la perspective d'un procès de façon totalement différente que globalement quand t'es sorti un week-end faire une marche et que tu te retrouves en garde à vue et qu'on te fout en comparution immédiate tout de suite derrière. En fait, tu as un niveau de préparation qui est totalement différent et qui du coup met aussi les juges clairement... nous, on sait très bien que la juge qu'on avait à Paris, pour le coup, c'est une juge de droite qui est pas du tout cool, etc., etc. Et en fait, aussi le fait d'avoir le tribunal rempli avec la presse à l'intérieur du tribunal, elle pouvait pas se permettre de faire ce qu'elle aurait pu faire dans des procès gilets jaunes en comparution immédiate où elle est toute seule et tout le monde s'en fout et où ça va à la chaîne, quoi. Donc au-delà de les classes sociales jouent, mais il y a aussi une grande partie qui a trait à l'organisation des procès en soi, quoi, et de comment ils arrivent. D'accord, Lewis, tu veux rajouter un mot ou... Non, D'accord. Je me disais, peut-être pour expliciter un peu, je vais vous lire le dernier attendu du délibéré du procès Lyon, comme ça on va pouvoir peut-être illustrer un peu ce que je voulais dire. Donc, la fin du
du délibéré, c'est attendu que, dans l'esprit de citoyens profondément investis dans une cause particulière servant l'intérêt général, le décrochage et l'enlèvement sans autorisation de ce portrait dans un but voué exclusivement à la défense de cette cause, qui n'a été procédé ou accompagné d'aucune forme d'acte répréhensible, loin de se résumer à une simple atteinte à l'objet matériel, doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple. Donc on observe que ça, c'est quand même une conclusion qui est très politique, bon, qui soulève tout un tas de questions par rapport à quel point justice et politique, séparation des pouvoirs et tout, mais c'est aussi quelque part la justice qui salue le caractère profondément non violent de l'organisation et de cette campagne-là. Donc est-ce que c'est pas aussi le triomphe justement des revendications non violentes affichées comme telles, cette campagne, enfin ce délibéré en l'occurrence? Ouais, bon, moi en soi, je trouve pas non plus ultra politique cette conclusion, notamment parce que c'est un peu une réponse aux arguments aux témoignages qu'on lui a soulevés et les raisons, nos motivations par rapport à cette action, c'est-à-dire que on a essayé par les voies légales de nous faire entendre et que nous n'avons pas réussi, et il reconnaît là que nous sommes passés à la désobéissance civile pour se faire entendre justement, et c'est par là qu'il entend le dialogue impraticable, je pense. Par contre, je pense que oui, effectivement, il y a un côté politique évident dans la justice, et là, moi, mon sentiment, c'est que face à la situation climatique qui s'aggrave, on a besoin d'actes courageux, et notamment dans la justice. Et je pense qu'un juge, il doit se faire son jugement au regard de la société, de son environnement, et c'est en ce sens-là que la justice est politique. J'ai récemment entendu une émission où j'ai entendu un témoignage d'une juge sur un sujet qui n'avait rien à voir, et elle expliquait les questions qu'elle se pose quand elle émet un jugement, et elle disait qu'elle se demande ce que la société attend d'elle, quelle réponse la société attend d'elle au regard avec ses lois, déjà d'une première chose. Et la deuxième chose qu'elle se pose comme question, c'est qu'est-ce que la société pensera dans 10 ou 20 ans de son jugement, comment on pourra assumer cette décision. Et je pense que sur une question comme ça, climatique, une question qui est amenée, c'est ce qu'elle expliquait, que elle, c'était pas sur le climat, mais sur un sujet de société qui évolue et qui change, c'est intéressant de se poser la question comment la société plus tard recevra ça, et comment éventuellement l'action qui est jugée demande à faire évoluer les lois. Donc voilà ce que je peux... Ouais, je voulais juste rebondir sur quelque chose qui m'a fait réagir à votre procès. Tu me corrigeras si je me trompe. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très politique qui s'est passé pour vous. C'est que vos témoins scientifiques ont été acceptés à la barre, alors qu'il y a eu d'autres décrocheurs qui ont voulu aussi faire intervenir des scientifiques, des sommités, justement pour amener cette question de l'état de nécessité. Et le tribunal n'a pas voulu recevoir ces témoins. Il a circonscrit les débats à la question du vol en réunion. Et donc, ça pose aussi un peu la question de l'arbitraire judiciaire, parce qu'on... C'est une machine à laquelle on a tous été confrontés, nos parcours sont différents, et donc ça c'est quand même très politique, je trouve, de la part du tribunal finalement de vous avoir permis d'amener vos arguments. Oui, bon, là, pour le cas de Lyon, j'avoue que c'est un cas un peu spécial parce que le juge avait oublié les témoins, et quand l'avocat lui a rappelé, il s'est un peu trouvé devant le fait accompli, il a été obligé de les accepter. Après, je pense qu'il y a ce que vient de dire Cécile, c'est-à-dire que quand on se retrouve devant une salle remplie à moitié de journalistes, et c'est pas évident de refuser des témoins importants, connus. Voilà, c'est le juge aussi prend en compte, se retrouve sous les yeux du monde, et voilà, et c'est compliqué de refuser des témoins comme ça, je pense.
En tout cas, nous, un de nos avocats nous disait, pour le coup, lui, tous les procès auxquels il a fait comparaître des témoins de moralité, ce qui était notre cas, donc c'était pas des témoins directs de l'action, mais qui ont un savoir ou un élément à apporter qui peut aider le juge à juger sur le fond. Lui, ça lui avait jamais arrivé qu'on lui refuse des témoins de moralité, donc à Bourg-en-Bresse, c'était plutôt quelque chose c'était plutôt une exception en fait. Le fait qu'on refuse les témoins, c'était a priori un juge qui était potentiellement stressé, voulait asseoir son autorité en début de procès en disant. Mais ça ne veut pas dire que dans les questions, il les a vachement laissé aller sur le fond dans les questions derrière. Donc, c'est pas forcément corrélé. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, pour moi, il faut pas confondre séparation des pouvoirs entre un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire avec la question de la politisation de la justice, parce que c'est deux choses différentes. Et alors oui, certains peuvent avoir une conception ultra pure de la justice comme un cadre législatif qui n'évolue pas avec la société, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et tant mieux, parce que j'ai envie de dire, heureusement que le cadre législatif évolue avec la société et l'évolution des normes dans la société. Donc, les juges sont aussi des citoyens en dehors de leur rôle de juge, et ils ont justement un rôle. Et en fait, il faut qu'aujourd'hui la justice prenne le rôle qu'elle a à prendre dans la bataille climatique, parce que si on veut vraiment relever ce défi-là, on va avoir besoin de décisions courageuses, que ce soit pour reconnaître l'état de nécessité, mais que ce soit aussi pour bloquer des projets climaticides, etc., etc. Donc aussi sur le volet de la justice administrative. Et là-dessus, on peut dire que cette campagne est aussi un grand succès puisque finalement, vous avez renforcé l'institution juridique, puisque vous l'avez amené à s'adapter à une réalité complètement nouvelle et à statuer, à produire des jurisprudences qui pourront être ensuite utilisées. Et quand on adapte ces institutions à une menace comme le changement climatique, c'est ce que tu disais aussi, Fanny, c'est d'ici 10 ou 15 ans, on se rendra compte que c'est aller dans le bon sens. Et quelque part, voilà, vous avez fait quelque chose de très, en tant que société civile, mais de très favorable aux institutions républicaines en général. Vous les avez faites avancer. Et c'était un point d'intérêt que je voulais soulever. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de la suite, puisque, et Cécile, je me retourne vers toi, mais cette campagne, donc on a atteint les 130 portraits décrochés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On a déjà la bataille qui va se poursuivre sur le plan juridique avec les prochains. Là, ce qui va être important, donc c'est à la fois il y a plein de procès qui arrivent, donc parce qu'il y a quand même 17 procès. Là, il y a un procès proche à Toulouse le 20 novembre, donc des nouvelles personnes qui passent en procès. Donc plein de procès à venir, et puis les procès en cour d'appel qui vont se rejouer avec un premier appel à Lyon. Donc à la cour d'appel de Lyon pour le procès de Bourg-en-Bresse, c'est le 29 octobre, donc à la fin du mois. Le délibéré, l'appel de la décision de Lyon de Fanny, le 19 décembre, un joli cadeau de Noël. Et nous, nous du coup à Paris, on a été condamnés à 500 € d'amende ferme, et on a décidé de faire appel aussi. Et donc nous, notre appel qui va arriver, on ne sait pas trop quand ils vont le positionner dans le calendrier. Donc il y a déjà toute la campagne qui va se poursuivre sur le plan juridique. Et donc bien sûr on ne peut pas tout dévoiler, parce que voilà, mais en tout cas elle est pas terminée. Et là la prochaine échéance entre guillemets politique, ça va être l'échéance des municipales, où on sait très bien que l'image de leader, du champion de la terre qu'a Macron, et sur laquelle vont surfer tous les députés En Marche à l'occasion des municipales, elle va ressortir fortement, et que potentiellement dans plein de territoires avec des candidats pas très installés, etc., ça va se jouer à quelques pourcents, et que ces actions-là et cette campagne, elle peut avoir aussi un rôle à ce moment-là pour continuer à dénoncer le décalage entre le discours et les actes de Macron et de son parti en général. Si je peux compléter rapidement, là, on sent vraiment une certaine fébrilité de la justice avec cette relaxe qui a eu lieu, et on a beaucoup de procès qui sont reportés. Et on analyse un peu ça comme le fait que les juges ne savent pas trop comment se positionner et attendent peut-être l'appel de Lyon pour le faire. Et donc, je pense qu'on va devoir profiter un peu de cette fébrilité pour continuer à passer notre message. Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Mais
Bon, en tout cas, nous, la juge à Paris n'a pas du tout été fébrile. Hein. Elle a fait le job qu'on attendait qu'elle fasse, c'est-à-dire globalement nous condamner à une amende, parce qu'on savait très bien qu'en plus, bon, c'est la France, donc globalement, si le tribunal, le TGI de Paris avait reprononcé une relaxe, ça aurait quand même été un séisme juridique. Déjà que la relaxe de Lyon a fait beaucoup bouger la communauté juridique, donc ça aurait été un séisme. Elle a globalement fait ce qu'on attendait d'elle, nous condamner. Elle s'est pas foulée dans son jugement en disant bon bah voilà, on reconnaît la menace, mais en fait juste votre action ne permet pas de baisser directement les émissions de gaz à effet de serre en France, donc ciao, je reconnais pas l'état de nécessité et je vous condamne à 500 € d'amende. Voilà, c'est très court. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle. À Lyon, par contre, du coup, il y a un procès qui a été décalé, un autre procès d'un militant donc qui avait fait des actions anti-pub qui a été reporté parce que globalement l'analyse des avocats, c'est que le juge voulait attendre de voir ce qui se passe en cour d'appel. Donc on verra comment ça se passe sur ce plan-là. Et après, ce qu'il faut comprendre aussi dans la politisation de la justice, c'est aussi le rôle du parquet. Parce que là, ce qui se passe à Lyon, que l'appel arrive si vite, en fait, c'est clairement politique. Hein. C'est le parquet qui a fait une pression énorme sur le TGI pour que l'appel arrive très vite. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose d'élargir le débat à la salle. Si vous avez des questions, je vous encourage à les poser. Oui, monsieur, au fond. Bonjour à tous. Je voulais savoir si l'état de nécessité, c'était je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas quels sont les termes précis, mais est-ce que c'est classiquement ce qui est invoqué dès qu'il y a des obéissances civiles, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être invoquées dans ce cadre-là ? Je propose qu'on réponde directement. Alors ça dépend quelle est la stratégie juridique utilisée. En tout cas, quand on veut faire reconnaître la légitimité d'une action, oui, c'est dans le droit français la seule notion sur laquelle on peut s'appuyer. Après, on aurait pu jouer sur le fait que c'était pas vraiment un vol parce que on a réquisitionné les portraits et que finalement on n'a pas dit qu'on les utilisait pas à notre escient entre guillemets. On aurait pu jouer sur d'autres lignes juridiques. C'est ce qui avait été fait notamment dans le procès des faucheurs de chaises, qui était une campagne pour dénoncer l'évasion fiscale, et ça faisait partie de la décision de la juge, en fait, le fait qu'elle n'avait pas qualifié ça comme un vol, et donc ça ne s'était pas appuyé sur l'état de nécessité, cette décision juridique-là. C'était une autre ligne de défense qui avait été choisie, mais là, dans un contexte où on avait aussi envie d'amener un débat politique, clairement, dans les tribunaux, celui de la légitimité de la désobéissance civile face à l'urgence climatique, c'est la ligne de plaidoirie qui a été choisie, qui peut potentiellement bouger selon les procès et les lignes de défense que choisissent les avocats dans les différents procès, mais jusqu'à maintenant, c'est celle qui a été choisie. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal d'instruments, en fait, notamment dans la Constitution française et dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire tous les textes qui ont été rajoutés petit à petit à la Constitution et qui sont censés donner la direction générale de toutes les lois en France. Et on a notamment la Charte de l'environnement, qui fait partie de ce bloc de constitutionnalité et qui dit notamment que, article 1, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, article 2, etc. etc. On voit qu'il y a pas mal de ressorts sur lesquels on peut s'appuyer. Et si c'est celui de l'état de nécessité qui est le plus pertinent, on utilise tout ce qui est... On a aussi l'article 2 de la Constitution. Je pense que c'est pas la matière juridique, la matière théorique, de théorie juridique qui manque. Non, après, sur le volet pénal, c'est clairement la seule notion sur laquelle tu peux t'appuyer. Ce qui est différent en fonction, si tu vas porter un recours juridique, tu peux t'appuyer plus facilement sur la charte de l'environnement, mais sur le pénal, c'est compliqué quand même. Enfin, je ne suis pas juriste, mais de ce que j'ai compris des discussions qu'on a avec les avocats. Est-ce qu'il y a une autre question ? Rebonsoir. Donc, deuxième question. Je suis arrivé en retard, donc vous en avez peut-être parlé. Je voulais savoir concrètement... comment exprimer ça ? Quel cadre, mettons demain je veux faire des opérations de désobéissance civile, quel cadre vous offrirez à NV21 par exemple pour l'accompagnement en termes juridiques, en termes de paiement des prunes qu'il pourrait y avoir, en termes de risques juridiques que je pourrais prendre, parce que en fait vous disiez qu'il y avait effectivement
la possibilité de faire ça de manière un peu improvisée et à ses propres risques, et puis une manière un peu plus organisée de le faire à travers Extinction Rebellion ou NV21 ou tout ça. Comment vous organisez un peu ça pour sécuriser les gens qui se proposent de faire de la désobéissance civile, en fait? Ouais, alors pour ce qui est d'ANV21, on a un cadre déjà où on forme les militants à l'action non violente, et donc ce qui permet de garantir ce cadre-là quand on a envie de désobéir de manière non violente. Après, on fonctionne avec des groupes locaux qui s'organisent pour justement assurer le cadre de défense lorsqu'on est poursuivi. Donc, il y a une série d'avocats qui sont là pour nous aider, nous défendre en cas de poursuite. Officiellement, on n'a pas le droit de payer les amendes de personnes qui sont en procès, mais en tout cas, il y a tout un cadre d'appel à solidarité et à dons qui est mis en place par les groupes locaux, justement pour pouvoir financer toute la mobilisation autour des procès, qui est un élément important pour montrer qu'on ne fait pas ces actions seul, et qu'il y a tout un soutien populaire derrière. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, pour payer les amendes, il y a ce cadre justement d'appel à dons qui permet de financer ça, donc on ne se retrouve pas seul face à la justice. Voilà. Et il y a aussi tout un système de liens qui se met en place entre les militants qui sont en procès, entre les groupes qui sont concernés par ces procès, pour partage d'expérience, pour comment se comporter quand on est quand on se retrouve en garde à vue. C'est pas quelque chose de facile à vivre et d'évident. Donc voilà, il y a tout un cadre comme ça qui permet d'offrir un soutien. Et par exemple, moi, je ne serais pas forcément capable de passer à la désobéissance civile sans ce cadre-là qui me permet de faire partie de quelque chose, d'avoir ce soutien. C'est assez important. Et je voulais rajouter qu'à Montpellier, mais je sais que c'est pareil dans pas mal d'autres villes, d'autres grandes villes, la résistance collective, elle est déjà pas mal organisée. Nous, depuis l'état d'urgence, on a une commission juridique autogérée avec des avocats qu'on peut considérer comme militants. Il y a la LDH qui, pour les Gilets jaunes, suit à peu près toutes les comparutions immédiates, mais aussi notre legal team. Et donc tous ces gens-là, ils essaient de savoir chaque semaine qui est interpellé, quels sont les chefs d'accusation, et ils essayent d'organiser concrètement la solidarité. Et c'était déjà le cas avant, mais ça a clairement explosé avec le mouvement des Gilets jaunes, et je sais que c'est pareil dans d'autres villes. Donc il y a quand même on essaie de ne pas laisser les gens seuls, même s'ils agissent dans un cadre hors de celui d'un groupe, même si c'est un peu des foudins qui vont faire des choses pas très intelligentes. Mais voilà, il y a des cas de solidarité concrète, et il faut pas hésiter à y avoir recours. Ils sont là pour ça, et voilà. Et la solidarité est vraiment notre arme et notre seule arme. Je voulais rajouter pour vous répondre aussi, en tant que membre du groupe local du coup de Montpellier, que il y a dans la manière dont on pense nos actions, il y a toujours l'idée que les différentes personnes qui vont participer à une action le font parce qu'ils sont citoyens et parce qu'ils pensent qu'à un moment, on décide de faire de la désobéissance civile. Donc il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de leader de groupe. On est tous co-responsables des actes qu'on commet. On accepte. Mais par contre, dans les actions qu'on fait, encore une fois, on fait toujours attention à ce que les gens sachent quels sont les risques exacts qu'ils prennent, même les risques maximum. On fait toujours attention aussi à pouvoir assurer une défense correcte et à faire un groupe qui va être solidaire et qui ne va pas lâcher les copains qui se retrouvent en première ligne, on va dire. Et moi, j'aurais une question du coup aussi, plutôt à vous trois du coup. On nous dit souvent aussi qu'on s'oppose, alors à NV là pour le coup, et qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Alors moi, en interne, je sais que c'est faux, mais j'aurais bien voulu avoir un peu plus d'éléments, parce qu'il y a Alternativa aussi, c'est un mouvement de proposition. Il y a Alterterri qui fait beaucoup de choses aussi en ce moment. Donc j'aurais bien aimé que vous en parliez si ça ne dérange pas l'Assemblée, que je pose cette question-là en interne.
Merci. Eh ben, très bonne question. Donc, je vais faire une masterclass de 3 heures sur l'anticapitalisme. Non, mais oui, c'est vrai que c'est plus facile d'être dans le registre d'opposition et moi, je m'en rends bien compte avec les Gilets jaunes, c'est très difficile de passer du contre au pour et de rester fédérateur. Mais pour moi, clairement, la question centrale qu'il faut traiter maintenant avec sérieux, qu'on soit dans le mouvement climat ou dans le mouvement social, c'est la question donc, du capitalisme. Il faut le nommer en positif, c'est-à-dire par quoi on le remplace. Et donc, en vrai, la question fondamentale qu'il y a dedans, c'est celle de la propriété privée. Donc, quelle forme de propriété on peut concevoir en dehors du capitalisme et comment on peut les relier aux questions sociales et écologiques. Moi, j'essaie d'y réfléchir maintenant vraiment en termes concrets. Il y a pas mal de gens qui ont écrit dessus, récemment ou plus anciennement. Il y a un vieux monsieur qui s'appelle Karl, que j'aime bien, qui a écrit des trucs intéressants dessus. Mais je vois que très récemment, il y a un type comme Piketty, qui est plutôt très social-démocrate et dont la plupart des ouvrages ne traitaient que de fiscalité quasiment, et qui se met à parler de propriété, à proposer des choses assez intéressantes, différents types de propriétés, temporaires, etc. Et moi, je pense que c'est vraiment la question qui se pose. Et j'ai remarqué en discutant un peu avec les gens autour de moi, et notamment des gens qui ne sont pas forcément politisés sur ces questions-là ou qui ne sont pas forcément de gauche, qui se définissent comme citoyens tout court, quand on leur dit par exemple sur la question du climat que la propriété privée ou lucrative devrait s'arrêter là où commence l'intérêt général, qu'il ne devrait pas y avoir de propriété privée de l'eau, des transports, des barrages, de l'électricité, j'ai rarement croisé des personnes qui n'ont pas accepté cette idée-là. Et je pense qu'à partir de là, on peut commencer à définir en positif ce qu'on en fait, et à partir des alternatives qui existent dans la société, les coopératives, etc. Et puis l'autre jour on était ici pour une conférence de Bernard Friot qui parle aussi pas mal de ces questions et qui a amené quelque chose dans le débat que moi je trouve important, c'est toutes ces alternatives, elles existent. Il y a plein de choses, il y a des ZAD, il y a des supermarchés autogérés, etc. Mais lui, il a vraiment posé la question, ça c'est de la microéconomie, comment on en fait de la macroéconomie, comment on fait pour que ces alternatives ne soient pas écrasées ou récupérées par le capital. Et donc ça, c'est une réflexion moi, que je trouve assez enthousiasmante et que j'essaie de mener par des lectures et en écrivant un peu dessus aussi. Ouais, je vais peut-être faire une réflexion plus terre à terre, entre guillemets. Non, mais au-delà de la théorisation de qu'est-ce qu'on veut dans un monde anticapitaliste ou post-capitaliste, ou je ne sais pas comment tu veux le nommer, enfin comment on doit le nommer. Mais au-delà de ça, c'est bon, il y a deux choses. Il y a il y a plusieurs leviers. Qu'est-ce que pour faire face à l'urgence sociale et climatique, il y a quand même une grosse partie des leviers d'action qui se retrouvent au niveau local. Et donc aussi la perspective de la campagne dans le cadre des municipales, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut articuler ça avec des revendications ancrées sur les territoires, des politiques publiques à l'échelle locale, etc. etc. Mais il y a aussi de manière générale, et quand on a posé à travers cette campagne Décrochons Macron, c'est aussi clairement des politiques publiques à l'échelle d'un État dont on a besoin aussi pour faire face à l'urgence climatique et sociale qui peuvent être mises en avant et contrebalancées entre aujourd'hui les décisions qui sont prises par Macron et ce qu'il faudrait faire, j'en sais rien, à travers 2-3 exemples. Aujourd'hui, laisser des lignes de train sur l'ensemble des territoires dépérir, ne pas les financer, etc. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'on doit faire, c'est réinvestir dans le ferroviaire et avoir des réelles politiques publiques pour faire du report modal, limiter le trafic aérien, et c'est pas seulement limiter le trafic aérien, c'est pas seulement taxer les billets d'avion de 2 centimes, c'est supprimer des vols domestiques qui aujourd'hui ne servent à rien et qui devraient même plus exister quand il y a des alternatives en train qui sont là et qui sont disponibles. Donc c'est des exemples de types de revendications qui peuvent aussi être mis en avant et qui sont des politiques publiques à mener à l'échelle d'un État parce que tout ne se construira pas au niveau local pour faire face à l'urgence climatique. Est-ce qu'on a une autre question ? Lewis encore. Ouais, je voulais rajouter un truc, j'y ai pensé en t'écoutant. Même 2 choses. Mais en fait, la deuxième chose, j'aimerais te poser une question à toi, si tu acceptes que j'inverse les rôles 2 secondes. Parce que j'aimerais synthétiser un papier que vous avez produit récemment sur le vent se lève, mais je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi, en fait. Et en fait, ce que tu viens de décrire, ça
ça correspond un peu à quelque chose qu'ils ont écrit récemment, qu'ils ont appelé le patriotisme vert. Bon, moi je déteste le mot patrie, mais ça c'est un autre débat, et qui pose en fait la question, mais de manière très concrète, de la jonction entre les classes moyennes et les classes populaires, autour de ces questions climatiques, parce qu'il y a bien une division qui est en partie artificielle et organisée, mais qui est aussi réelle, parce qu'on n'a pas les mêmes urgences, même s'il y en a une qui nous englobe tous, qui est l'urgence climatique. Et j'ai trouvé que les réflexions dans ce papier étaient quand même assez intéressantes, donc si tu veux bien nous le synthétiser, ce serait cool. Et juste une autre réflexion que je vous soumets, qui moi, bon, j'ai une formation littéraire, c'est des choses qui m'intéressent, mais je pense vraiment qu'on doit reprendre la bataille du langage, parce que depuis les années 70, depuis le néolibéralisme, le capitalisme a vraiment tué le langage, a fait disparaître les mots qui nous permettaient de penser l'exploitation. On ne dit plus exploitation, on dit plus patron, il y a plein de choses qu'on ne dit plus. Et inversement, il y a des mots qu'on emploie à tout va, notamment le mot violence. Quelqu'un qui casse une vitre, c'est une violence. Un flic qui éborgne, c'est un gentil monsieur qui fait son travail. Enfin, voilà. Et en fait, cette bataille du langage, elle est absolument fondamentale, parce que tant qu'on parlera la langue de l'ennemi, on pensera dans les cadres de l'ennemi, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, ça c'est une chose qui peut paraître un peu étonnante, mais ça s'est pas fait spontanément. Il y a des gens qui ont très sérieusement travaillé ces questions dans les années 70, notamment aux États-Unis, quand ils ont senti que la classe ouvrière prenait trop de poids, avait trop de pouvoir dans les usines, etc. Ils se sont vraiment posé des questions, mais comment on peut mater la classe ouvrière? Comment on peut réinjecter de la peur chez des gens qui n'ont plus peur du chômage, qui ont des conditions de travail à peu près décentes? Et donc, ça s'est pas fait spontanément. Ces gens ont travaillé intelligemment à détruire ce qui faisait notre tissu, à détruire les syndicats, les luttes collectives, les protections sociales, toutes ces choses-là, et le langage. Et de nos jours, on arrive à l'aboutissement de ce processus où quand Macron sort un texte de loi, il suffit d'en comprendre le contraire pour comprendre ce qu'est la loi. Quand, par exemple, Erdogan il fait une opération dans le Rojava, ils appellent ça Printemps de la paix, on a tous compris que c'était l'automne de la guerre, quoi. Et en fait, tout est une inversion. Donc là, je vais faire le point Orwell, après le point Godwin, mais on y est vraiment. Et donc, moi, c'est la bataille que j'invite à mener, à ne pas employer des mots à la légère, comme le mot violence, que nous, les Gilets jaunes, on nous renvoie à la figure très fréquemment. Et inversement, il y a des mots dont on peut servir comme arme. Moi, récemment, j'ai décidé, par exemple, de ne plus dire gaz lacrymogène, parce que je me suis rendu compte que des gens qui n'ont jamais bouffé de gaz lacrymogène, ils peuvent penser que c'est juste un gaz qui fait pleurer. Alors qu'en fait, c'est un gaz asphyxiant, qui fait vomir des gens, qui en fait s'évanouir, qui a tué des gens. Moi, qui m'a laissé des séquelles dans les poumons, qui a changé mon grain de voix. Bon, je m'en fous, mais enfin, c'est vraiment... C'est une très belle voix. Merci. Elle a perdu un peu en hauteur, enfin bref. Mais du coup, c'est un gaz asphyxiant et on a vu des scènes assez épouvantables dans les rues. Voilà. Donc moi, c'est une bataille très concrète que j'essaie de mener et je pense que ça peut allumer quelques étincelles dans l'esprit des gens. Donc, je suis censé répondre du coup. Oui, donc on a produit un papier qui s'appelle Pour un patriotisme vert dans Le Vent se lève il y a une semaine. Et l'idée, c'est que une des questions qui nous anime un peu tous ici, c'est comment est-ce qu'on rend l'écologie sociale radicale, appelons-la comme ça, majoritaire dans la société. Et on partait d'un constat. Bon, alors déjà, on utilise le mot patriotisme, qui est quelque chose de très différent du mot nationalisme. Donc il y a tout un tas de débats sémantiques là-dessus. Mais voilà, le patriotisme, Chevènement le définit par exemple comme l'amour des siens, alors que le nationalisme, c'est la haine de l'autre. Bon, bref. Patriotisme vert, qu'est-ce que c'est? En fait, on partait du constat que, généralement, dans la tradition altermondialiste écolo, qui est celle des mouvements auxquels on appartient, ce qui était privilégié, c'était l'échelle locale et l'échelle globale. La petite échelle locale, parce que c'est l'échelle reine pour opérer la transition écolo, bâtir une résilience, tout ça. Et puis, l'échelle globale, parce que c'est un problème qui concerne le monde et que nous, on n'est pas forcément très sensible à la notion de frontières, à la notion de nation, en fait, et à toutes les questions culturelles qui se rapprochent, enfin, qui se raccrochent à la notion de nation. Pourtant, c'est une vision qui est assez marquée sociologiquement, qui est plutôt celle disons, des classes moyennes urbaines éduquées, qui ne subit pas, comme les classes populaires, la mondialisation, et dans sa violence sociale. Cécile, toi tu viens de Roubaix, tu disais ça en introduction, c'est un territoire qui a été fortement marqué par la désindustrialisation, et en fait, dans ce qu'on appelle, disons, la France périphérique, pour reprendre un terme de Guy Luix, qui est un anthropologue, un sociologue, les gens n'arrivent pas à s'adapter, n'ont pas les outils pour s'adapter à cette mondialisation qui détruit l'ancien tissu productif et en gros tous les cadres de vie collective qu'on avait avant, alors que nous, dans les villes, on nous apprend à parler anglais, l'économie française bascule sur une économie de service
plutôt qu'une économie industrielle. Ça, c'est aussi beaucoup les conséquences des politiques économiques européennes. Bref, je passe sur les détails. Mais voilà, on était parti du constat que notre famille écolo n'avait pas investi l'échelle nationale à la hauteur de ce qu'attendent les classes populaires notamment. Les classes populaires, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est de la protection. C'est voilà, être protégé contre les destructions occasionnées par la mondialisation néolibérale. Or, nous, les écolos, on se comprend, on est quand même ceux qui pouvons le mieux répondre à ça. Puisque dans ce grand désordre global, qui est d'ailleurs facteur d'une pollution, voilà, on a tous fait le lien entre capitalisme et écocide et désastre environnemental. Ben, en gros, nous, les écolos radicaux, on est les seuls à pouvoir proposer un modèle qui soit à la fois protecteur, puisque lutter contre le changement climatique, c'est aussi protéger dans leur chair les citoyens, et en même temps positif et social, puisque pour que rien ne change, en gros, pour qu'on conserve le climat actuel, il faut tout changer. Il faut changer tout le système. Et par ailleurs, on a tous aussi intégré le fait qu'il n'y aura pas de transition écolo sans transition sociale, puisque les inégalités sont un des facteurs principaux d'une déconnexion des élites qui n'est plus capable de répondre à la crise environnementale. Ça, je vous renvoie à tous les travaux de Jared Diamond notamment, et puis de tout un tas d'universitaires qui montrent que en fait, toutes les sociétés qui s'écroulent sont les sociétés dans lesquelles les élites sont trop déconnectées parce que trop d'inégalités et du coup ne sont plus capables de considérer en fait les problèmes de la majorité des gens, notamment les problèmes climatiques, parce qu'eux, entre-temps, ils se font des bunkers en Nouvelle-Zélande, donc c'est pas trop leur problème. Les élites ont fait sécession aujourd'hui, enfin une partie du bloc oligarchique a fait sécession d'humanité. Donc voilà, c'est un peu toutes ces réflexions qu'on essaye de poser dans ce papier, qu'on vous invite évidemment à lire, sur ce qu'est un patriotisme vert et comment est-ce que nous, collectivement, on peut resignifier, mettre un peu du sens derrière quelque chose, un mot d'ordre qui soit positif, voilà, pour un patriotisme vert. Et voilà, en quoi, après c'est l'éternelle question, comment est-ce qu'on touche les classes populaires comment est-ce qu'on fait concilier social et écologie au sens large et radical. Voilà. J'espère que j'ai relevé le défi de synthétiser ce papier, mais ça ne remplacera pas une bonne lecture. Merci. Moi, je propose qu'on réfléchisse aussi à d'autres termes que patriotisme vert, qui serait plutôt internationalisme vert. Parce que, moi, je rejoins clairement les positions qu'a exprimées Lewis, et je le remercie. Et je pense qu'il faut vraiment... on en est en fait aussi à l'heure actuelle à faire de la désobéissance civile, parce qu'on ne défend pas seulement le climat. Là, on est en train de défendre notre liberté d'individu voulant construire un autre monde. Et on est face à un capitalisme ultra-violent qui a bien compris ça et qui veut nous en empêcher. Militants pour le climat, gilets jaunes, militants du mouvement écologique et social. Et je pense que si on ne pose pas maintenant, et c'est peut-être le devoir des gens qui militent pour le climat, ce qui est aussi mon cas, poser le problème réellement de la lutte des classes. Parce que, en fait, le capitalisme nous bloque. C'est le capitalisme qui produit depuis 2 siècles le consumérisme, même s'il n'y a pas eu que le capitalisme. Mais on ne va pas revenir sur ce débat. De toute façon, les régimes dits communistes, maintenant, sont quasiment morts. On n'est plus... le capitalisme est en fait maintenant, plus qu'un système politique et économique, c'est une civilisation. Et c'est cette civilisation qu'on ne veut plus. Et on est face aux bras armés de l'économie et de la politique, et il faut qu'on se pose le problème ensemble. Comment changer ça pour changer le climat? Le mot d'ordre, c'est cette société qu'il faut changer. Voilà, moi me semble absolument judicieux là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience que quand on prend des risques et qu'on fait de la désobéissance civile, on défend une certaine idée de la liberté et une autre idée de la vie, du monde et de la démocratie. Parce que, voilà, je pense que l'article est très intéressant, mais moi, j'ai pas trop envie d'entendre nous, les écologistes radicaux, et eux, les gens du peuple. Ça, c'est quelque chose qui me choque, personnellement. Les gens du peuple, on l'a bien vu avec beaucoup de gilets jaunes, qui revendiquaient pour leurs enfants un monde vivable. Donc voilà, je pense qu'on est à un stade hyper intéressant. Voilà, et moi je trouve que la soirée est passionnante pour ça, c'est on commence à toucher un peu le cœur des problèmes. Non, je vais juste rajouter un petit point pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Après, c'est un débat passionnant et on va y répondre un peu.
Ensuite, on n'a que 10 minutes, donc forcément, mais on continuera à en parler autour de la buvette. Juste pour préciser un petit point, ensuite je te laisse Lewis réagir. Pour nous, patriotisme vert et internationalisme vert, c'est la même chose, dans le sens où, évidemment, il n'y a pas d'écologie sans politique internationale volontaire. Voilà, ça nous paraît assez évident. Quand je dis nous, les écolos, c'est au sens politique, au sens nous, les militants politiques. C'est pas du tout au sens, c'est pas du tout une opposition de catégorie sociale. Donc, on soit bien clair là-dessus. Voilà. Donc, pour ce qui était de la question des échelles, moi, ce que je voulais dire par rapport au patriotisme vert, c'est juste que, voilà, on a toujours intégré le local et le global. On veut juste rajouter en plus l'échelle nationale. C'est pas du tout une opposition d'échelle, c'est juste qu'il faut qu'on s'arme, qu'on se donne des outils, notamment pour aller chercher des catégories qui sont en demande de protection, qu'on rajoute ces mots d'ordre-là. Voilà. Et notamment parce que, voilà, en fait, la France, on est quand même le 3e réseau diplomatique au monde. Si on réussit à choper l'État en 2022, par exemple, parce qu'on aura tous formé un grand bloc de l'écologie sociale, comme on s'entend, on pourra mettre au service de cette transition écologique mondiale tout l'appareil d'État sur tous les plans. Donc voilà, Lewis ? Bon, s'il y a encore un État en 2022, hein, parce qu'on travaille, nous, tous les samedis, là, à le faire tomber, quand même. Mais ouais, je voulais rebondir. Je voulais rebondir sur 2-3 trucs que tu as dit, Didier, notamment parce que tout à l'heure, j'ai vu passer quelque chose, une publication de Extinction Rebellion d'Écosse. Parce qu'en Angleterre, il y a eu pas mal de débats en interne dans Extinction Rebellion, notamment sur les problèmes de classe, parce que c'est quand même des gens assez aisés, ou voilà, c'est assez aisé. Et aussi une sociologie très blanche, très installée. Et du coup, XR en Écosse tout à l'heure ou hier a un peu changé le cœur de leurs revendications. Ils en ont sorti 2 autres qu'ils ont décidé de mettre au centre de leur doctrine. La première, c'est décoloniser Extinction Rebellion, en posant vraiment aussi les questions raciales, au même titre que les questions sociales et climatiques. Et la deuxième, c'est qu'ils ont dit la lutte pour le climat est une lutte de classe. Ils en ont fait une banderole et ils l'ont mis là pour se positionner par rapport à d'autres groupes. Donc ça, je suis tombé dessus tout à l'heure et ça correspond à quelque chose que tu as dit. Donc j'observe d'ailleurs que même en France, où il y a des débats un peu compliqués là, depuis les actions de Extinction à Paris qui ont été un peu mi-figue, mi-raisin, n'empêche que les débats ont de plus en plus lieu. Notamment nous, entre militants, on discute beaucoup de ces questions et je sens que les gens sont prêts à évoluer. Donc c'est pour ça que je trouvais ce papier intéressant, c'est parce que vous essayez de définir, d'ouvrir des portes en positif dans lesquelles les gens peuvent s'engouffrer. Et je pense qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse tous ce travail, comme avait fait en fait à l'époque le mouvement ouvrier quand ils avaient fait le manifeste du Parti communiste. C'était une synthèse de réflexion qui était dans la société depuis longtemps. Il y a eu un manifeste en France de l'écosocialisme que je trouve intéressant, qui n'a pas été massivement repris et finalement le parti qui l'a repris c'est la France Insoumise, mais ils étaient en contradiction avec le manifeste, donc c'était un peu particulier. Mais le manifeste était assez intéressant, je trouve que c'est une base de travail. Et une des personnes qui a participé à l'écriture de ce manifeste, qui s'appelle Corinne Morel-Darleux, a écrit un bouquin cet été qui est vachement chouette, qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et elle pose quelques concepts qui sont... C'est pas un programme politique, c'est beaucoup plus un programme... d'éthique face à l'effondrement, et je trouve qu'elle a posé 2-3 concepts qui sont à la fois compatibles avec la pensée anarchiste, la pensée socialiste et une pensée plus républicaine en fait, parce que c'est des concepts très larges. En gros, les 3 concepts clés qu'elle a posés que je vous donne en partage pour ceux qui l'ont pas lu. C'est la dignité du présent d'abord, habiter le présent en dignité, c'est-à-dire que comme nous, quand les Gilets jaunes on dit pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, c'est aussi ça qu'on dit. On est des êtres dignes, les animaux sont des êtres dignes, etc. La nature, tout cet ensemble, nous devons le vivre dignement, le respecter. Et ça vaut aussi pour les petits plaisirs, pour la culture, toutes ces choses-là. Donc dignité du présent. Refus de parvenir, on n'a pas besoin d'être le plus riche, d'être le plus fort, d'être le gagnant, d'être le triomphal, d'être Moed Altrad qui s'est fait tout seul et qui est devenu milliardaire. Enfin, on n'a pas besoin de toutes ces conneries, on a juste besoin de faire ce qui nous porte, ce qui nous guide. Moi, par exemple, je suis au RSA depuis quelques mois parce que je suis écrivain et scénariste, j'en vis pas, mais je préfère vivre avec 500 balles et galérer qu'avoir un salaire et avoir envie de me flinguer tous les jours. Donc dignité du présent, refus de parvenir et refus de nuire. Penser à ne pas nuire, refuser de nuire. Et du coup, moi, c'est des réflexions qui m'ont pas mal plu parce que c'est vraiment compatible avec toutes sortes de pensées. Après, chacun peut les tirer dans son fil, selon son idéologie, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ouais, au-delà de la vision politique à construire, etc. Enfin, en tout cas,
moi, je suis contente que vous ayez écrit ce papier parce que ce qui m'a pas mal énervé ces derniers temps, c'est les projections, enfin les aspirations anarchistes de militants écolos qui projettent sur le mouvement des Gilets jaunes, avec pas mal de gens qui ont projeté leurs aspirations anarchistes sur ce mouvement-là et qui est pas forcément en phase avec la réalité. Et je pense que effectivement, il y a différents héritages de différentes pensées politiques et quelque chose de nouveau à construire autour d'une pensée politique sociale et écologique. Et sur le plan stratégique, il y a un point de tension à trouver entre construire cette écologie sociale et populaire en s'appuyant sur des luttes dans des quartiers concrètes et en partant de là, en fait, pas juste en décrétant des choses, mais vraiment partir de luttes concrètes sur le territoire et des besoins des gens, de gens qui galèrent à se chauffer parce qu'ils ont leurs immeubles absolument pas rénovés, et de les aider à lutter contre des bailleurs sociaux qui acceptent pas de rénover leur logement, s'appuyer sur des luttes, j'en sais rien, de femmes, de mères à Bagnolet qui luttent pour avoir accès à des repas végétariens dans leur cantine et à qui on pose même pas la légitimité de poser cette lutte parce que ça voudrait dire directement qu'elles pourraient pas être écolo, c'est juste parce qu'elles sont catégorisées comme musulmanes. Enfin, s'appuyer sur ces luttes-là pour construire une réelle écologie sociale et populaire. Et faire des propositions qui permettent clairement de protéger la population face au néolibéralisme et face à la menace climatique, et continuer aussi donc à radicaliser en fait une partie des électeurs de Macron aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait notamment à travers les marches climat, à travers plein d'actions du mouvement climat, et de trouver ce bon point de tension entre les deux, parce qu'il y a aussi cette partie-là entre guillemets de la société qu'il faut aller chercher, qu'on est en capacité d'aller radicaliser et qu'il faut continuer à faire, les former politiquement, etc. Ouais, moi je mettrais juste un bémol sur les marches climat. Je suis d'accord qu'il y a là-dedans un réservoir de personnes qui vont finir par rejoindre le mouvement, mais la dépolitisation de ces marches me pose un problème en fait, parce que je comprends qu'on ne veuille pas diviser inutilement, mais il faut savoir où mettre le curseur quand on fait de la politique. Et moi je trouve que pour en avoir fait plusieurs, et encore très récemment, au début, je comprenais qu'on reste encore sur des mots d'ordre très large, mais là, ça m'a vraiment posé souci la dernière fois. Je pense qu'il faut vraiment qu'on politise ces marches, quitte à froisser l'électeur macroniste du centre-ville, mais parce qu'à un moment, on parle d'urgence climatique, donc c'est quand même un sujet sérieux, quoi. Et je voulais juste aussi rebondir sur un truc que tu avais dit, Didier, sur le fait qu'on se bat pour la liberté, pour la démocratie. Bon, déjà, on voit bien que partout dans le monde, dès que la classe ouvrière se met un peu en mouvement, elle se fait tirer dessus, comme au Chili, en Irak, etc. Enfin, il y a un climat mondial qui montre bien que le capital, même si c'est pas encore des révolutions, ce qui se passe dans ces pays, on voit bien que dès qu'il y a une menace sur les classes dirigeantes, elle recourt à des armes. En France, on l'a bien vu aussi, il y a eu des morts. Ça, faut pas l'oublier. Et ce climat, il s'est installé peu à peu, et il y a des choses gravissimes qui se passent, dont la mort de Steve, qui n'a rien à voir avec les Gilets jaunes, mais qui en est l'aboutissement, qui est l'aboutissement de ce maintien de l'ordre fou. Et en fait, moi, il y a une chose que je voudrais vous dire, mais je pense que la plupart des gens qui sont ici en ont conscience. Tout à l'heure, tu disais qu'on a pris un risque en faisant cette action, on a pris sciemment un risque. Mais en fait, la vérité, c'est que maintenant, en France, mais comme dans plein d'endroits, mais on va rester sur la France, quand on agit, on prend un risque. Quand on est journaliste, on peut être convoqué à la DGSI. Quand on est média indépendant, on peut se faire frapper, arrêter. Quand on est observateur de la LDH, on peut se retrouver en procès sur des questions arbitraires. Quand on est lanceur d'alerte, quand on est activiste, quand on est gilet jaune, quand on est militant, on prend des risques, parfois des risques démesurés qui vont jusqu'à la mutilation, la mort, l'enfermement arbitraire, et puis aussi des risques psychologiques. On n'en parle pas beaucoup, mais nous, on a passé 49 semaines à se faire courser dans les rues par des gens qui nous insultent, qui nous tapent, qui nous coincent, qui nous nasent. Ça crée un climat psychologique dans la population et dans les forces de l'ordre. Et donc tout ça, maintenant, c'est la réalité de notre pays. On en est là. Et l'autre jour, Mediapart a sorti un papier qu'ils ont appelé les signaux faibles du fascisme. Eh bien, on y est clairement. On le voit d'ailleurs avec la campagne sur l'islamophobie. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte. Non seulement on n'a pas beaucoup de temps pour traiter la question climat, mais en face, les classes dirigeantes sont en train de se blinder pour nous empêcher la moindre marge de manœuvre. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut avoir à l'esprit quelles que soient vos sensibilités politiques. Bonsoir. J'avais juste une question. Au vu du climat actuel, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes encore en stratégie de non-violence ? On s'y attendait.
Merci pour la question, le pavé dans la mare, où je dois faire une réponse courte, qui est juste impossible. Non, nous, l'analyse qu'on fait aujourd'hui, c'est que face à la menace climatique, aujourd'hui, la stratégie non violente, et c'est vraiment acté, on le réfléchit vraiment d'un angle stratégique, au-delà d'un angle moral, etc. C'est la stratégie qui nous permet le mieux de répondre à ce défi-là. Parce qu'elle permet finalement l'inclusivité d'un maximum de personnes et nous permet une diversité finalement de tactiques qui permet d'impliquer les gens qui permet d'impliquer les gens à travers différents moyens d'action. Donc ça, c'est la première chose. Deux, elle permet de construire à travers cette lutte non violente, de considérer que finalement la fin est dans les moyens aussi, donc la façon dont on va lutter va préfigurer aussi la société qu'on veut faire advenir. Et aujourd'hui, clairement, ce climat de tension dans la société, il n'est pas aujourd'hui, c'est absolument pas souhaitable de se retrouver face à un État qui réprime violemment, etc., etc. Deux, elle offre des perspectives stratégiques hyper intéressantes et elle permet de poser vraiment le conflit dans la société et d'aller créer des dilemmes chez ses adversaires. Et donc, elle ouvre un ensemble de stratégies possibles et d'anticipation et de maîtrise de sa stratégie surtout. Parce qu'en fait, l'avantage de la lutte non violente, c'est qu'elle permet d'anticiper au maximum comment nous on va agir, comment l'adversaire va réagir et qu'est-ce que toi tu vas faire en fonction de la réaction de ton adversaire. Alors que dans des stratégies où potentiellement tu as des stratégies de ce qui peut être appelé de diversité des tactiques, etc. Enfin en tout cas d'une diversité de modes d'action. Évidemment, ce qu'on appelle une action non violente, en fait une action non violente c'est globalement la violence c'est quelque chose de subjectif. Donc une action non violente ne veut pas dire ne pas faire de dégradation matérielle. Nous dans nos critères d'action la dégradation matérielle est possible si elle est collectivement décidée à l'avance. Donc il ne faut pas confondre non-violence et dégradation matérielle. Déjà, ça, c'est une chose. Et du coup, je me suis perdue dans ma réponse parce que c'est hyper compliqué de résumer la stratégie non-violente en 3 minutes. Mais en tout cas... Aujourd'hui, c'est la stratégie qu'on considère comme la plus efficace et qui fait le plus sens vraiment d'un point de vue stratégique au-delà d'un point de vue moral. Et ça ne veut pas dire que dans d'autres contextes, on va... j'en sais rien. Aujourd'hui, les Kurdes de Rojava ont, à mon sens, tout à fait raison de se battre sur le plan de la lutte armée. Mais aujourd'hui, dans un contexte français, on considère que, en tout cas aujourd'hui, c'est la stratégie la mieux adaptée pour faire face au dérèglement climatique. Moi, je suis sur une autre ligne, du coup, parce que je suis pour avoir toutes les options stratégiques toujours ouvertes. Je suis non-violent, ça ne veut pas dire que je suis violent, mais j'ai pas du tout le goût de tendre l'autre joue quand on me frappe. Déjà, la première joue, ça passe moyen, mais la deuxième, c'est... Enfin, voilà. Je me rappelle de cette phrase de Mandela qui disait que la non-violence, elle était valable tant que les gens d'en face se respectaient la règle du jeu, mais qu'il n'y a aucune supériorité morale à utiliser une arme inefficace. Et donc moi, je le pense toujours en termes de ce qu'on peut créer ensemble. Par exemple, moi, j'ai aimé l'action d'Ixer à Paris, à Italie 2, parce qu'en fait, aucun dogme ne s'est imposé. Il y a eu diverses formes de lutte qui ont cohabité. Toutes non-violentes. Non, parce que quand les flics ont essayé d'entrer, ils les ont repoussés, ils leur ont lancé des chaises dessus, ils ont construit des barricades. Pour certains, c'était déjà de la violence. Là, récemment en Équateur, ils ont fait reculer un gouvernement, ils l'ont fait fuir de la ville. Ils ont créé des zones, comme le gouvernement a décrété l'état d'urgence, eux-mêmes ont créé des zones interdites aux flics, au gouvernement, et donc ils ont arrêté des flics, ils les ont séquestrés en quelque sorte. On peut considérer que c'est violent, et en même temps, ça a fait avancer leur lutte. On peut parler d'Hong Kong. Bon, voilà. Après, moi, je dis pas que c'est une solution. Hein. Je dis juste que je trouve qu'on s'enferme dans des débats en fait, qui n'ont pas tellement lieu d'être, parce qu'au final, souvent, moi, quand je parle avec mes amis non-violents, on me renvoie toujours à l'idée de massifier le fait que c'est en étant non-violent qu'on fera venir les gens. Moi, je constate qu'avec les Gilets jaunes, quand il y a eu l'acte le plus insurrectionnel le 1er décembre, la semaine suivante, il y a des gens qui ont déferlé de toute la France sur les Champs-Élysées. Macron avait son hélicoptère sur le toit. Et je pense qu'on l'aurait fait fuir ce jour-là. Moi, j'étais à cette manif. Ça aurait aussi massifié le mouvement. Les gens se seraient dit...
putain, on a fait fuir un président. Donc voilà, puis les masses, pourquoi faire? Surtout, c'est une vraie question, là je la pose pas du tout, c'est vraiment une question que je me pose. Moi j'ai fait des manifs sous Sarkozy, je me rappelle, à Montpellier, je crois en 2010, on était 30 ou 40 000 dans la rue, on partait de la place de l'Europe, on allait au Pérou, et quand le cortège arrivait au Pérou, la queue du cortège était encore place de l'Europe. C'était des manifs absolument gigantesques. Ça n'a absolument rien changé. Donc on voit bien que les masses en soi, je suis d'accord, moi je suis communiste, on invoque beaucoup les masses aussi, de manière un peu occulte parfois d'ailleurs, mais clairement en fait, qu'est-ce qu'on fait des masses? Même si on arrive à faire un mouvement non violent de masse dans le pays, des millions de manifestants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jusqu'à marcher sur l'Elysée? Pourquoi on l'a pas fait en mai 68 par exemple, 10 millions d'ouvriers en grève, pourquoi ils n'ont pas pris l'Elysée? Moi je leur en veux un peu. Ouais, j'étais en train de résumer mon propos parce que je n'ai pas dit qu'on avait choisi la stratégie non violente uniquement pour massifier. Donc ça, c'est la première chose. Et pour revenir sur l'action d'Ixer, en fait, et là, ça m'aide à revenir sur mon argument de maîtrise de la stratégie qui est hyper important à nos yeux. C'est que en fait, ce qui s'est passé dans l'action XR à Place d'Italie, c'est pas le consensus qui avait été posé en amont. C'est l'idée qu'au fur et à mesure de l'action, pouvait ennager, évoluer le consensus d'action. Et ça, pour le coup, c'est en tout cas nous, à nos yeux, quelque chose qui est hyper dangereux parce que ça veut dire que des personnes qui potentiellement n'ont pas pensé la stratégie à l'avance sont en capacité de remettre un consensus d'action en cause sans avoir réfléchi à la stratégie de l'action depuis des mois, sans potentiellement avoir en tête les conséquences que ça peut avoir. Et en fait, ça a été hyper mal vécu par plein de gens au sein de ce mouvement-là, de ennager en plein milieu d'une action dans des AG pas forcément ultra bien animés. On sait comment peuvent se passer les AG étudiantes, etc. Et les prises de décision en AG, la remise en cause d'un consensus, en tout cas, c'est une perte de maîtrise totale que, en tout cas, moi, je considère comme stratégiquement un peu intéressante. Mais moi, j'observe que ces consensus, parfois, sont des formes de violence, notamment quand il y a eu la marche pour le climat à Paris et que les organisateurs ont considéré que tous les manifestants qui participaient à cette marche répondaient au même consensus. Moi, je trouve que c'est très violent. Alors oui, je suis d'accord qu'il y a des AG qui peuvent être clairement manipulés, etc. N'empêche que c'est une forme un peu boiteuse peut-être, mais c'est une forme de démocratie. Et ce qui s'est passé, d'après les retours que j'ai eus à Italie 2, il y a quand même eu beaucoup de débats. Et finalement, il n'y a pas eu un consensus. Il y a des gens qui ont fait des choses qui sont parfois frités, qui sont parfois compris. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je dis pas que c'est un grand succès, je dis juste qu'eux, ils ont ouvert une voie qui me semble être une voie intéressante, c'est faire des actions sans se fermer d'avance, même si je comprends bien que d'un point de vue stratégique, quand tu conçois une action, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Mais bon, pour moi, il y a une vraie violence dans cette question de consensus. Comme quand Xrv avait effacé des tags, effacé les noms de personnes tuées par la police. Récemment, à Montpellier, on a un groupe communiste qui allait effacer un tag sur les féminicides. Enfin, il y a des gens... Pour moi, ça c'est extrêmement violent, d'où que ça vienne. Et ouais, pour moi, il y a une violence aussi de la non-violence. Et voilà, je le mettais en débat aussi. On a une dernière question, c'est ça? Désolé, ça n'a rien à voir du coup. Les décrochages ont pris fin en août, c'est ça, avec le G7? Non, il y en a eu après. Quelques-uns. Ah oui, ok. Et donc, est-ce que vous pouvez en dire plus sur les prochaines campagnes, ce qui va se relancer ou ce qui va arriver? Très bien, ça pour un mot de la fin. Belle ouverture. Ok. Non, ce que je disais, c'est que globalement, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas dire grand-chose sur la suite, mis à part qu'on a l'échéance des municipales en vue. Ok. Et puis, on peut quand même révéler qu'on va essayer d'aller décrocher Macron, mais le vrai cette fois-ci. Non, c'est une blague, hein, mais bon, moi, je suis pour. Hein, mais... Voilà. Prenez son contact, hein, si ça peut s'organiser. Vous vouliez dire un petit mot de la fin, peut-être, pour les aspects logistiques? Déjà, merci à toutes et à tous d'être venus et merci à notre animateur et nos 3 décrocheurs et décrocheuses. Je pense que vous pouvez les remercier pour ce débat passionnant.